À la une de l'actualité aujourd'hui, ces équipements qui font briller les yeux des médecins, des politiques et surtout des malades du cancer. L'implantation d'un cyclotron et d'un TEP-scan aux Antilles-Guyane est de plus en plus attendue, mais reste à savoir où. 10 infirmières sainte-luciennes et dominiquaises, voilà l'effectif d'une formation qui a démarré hier à l'hôpital Pierre-Zolda-Kittmann. L'occasion pour elles de bénéficier d'une expertise et de matériel dont ne disposent pas leurs îles respectives. Ils sont 14 à avoir dit oui à l'armée de terre. Ce matin, des jeunes Foyalais ont signé leur contrat à la mairie. Un mariage professionnel qu'ont accepté Vanessa et Arnold, la promesse d'une carrière sous le drapeau. Enfin, nouveau rebondissement à Pointe-Lynch. Une fois encore, les riverains et associations écologistes se sont rassemblés pour dénoncer la construction d'une résidence dans leur quartier. Le propriétaire assure être en règle pour ce projet. Et notre invitée, vous le voyez, sera la sociologue haïtienne Danielle Magloire, féministe et défenseuse des droits, qui interviendra demain lors d'une conférence à La Fontane, à Balata. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette image, bien martiniquaise, c'est sûr. Il y a un crocodile dans la mangrove de la Lézarde. Cet après-midi, la préfecture a rassemblé les journalistes pour faire circuler cette information. Il s'agit d'un animal de 3 mètres, âgé de moins de 10 ans. Il aurait été introduit sur l'île par des particuliers et ne serait pas dangereux pour l'homme. Il est recommandé de ne pas tenter de l'attraper ou de le chasser. Si vous le croisez, ne paniquez pas. Voilà en tout cas les mots d'ordre. Écoutez ces quelques précisions recueillies par Volana Razafi Manansoa. Nous sommes quasiment certains qu'il s'agit d'un crocodilien. Donc ce n'est ni un caïman, ni un alligator. Ça, nous avons pu le déterminer grâce à la dentition. Après, nous hésitons entre 2 espèces, peut-être plus. Nous attendons la confirmation du Muséum national d'histoire naturelle. Mais ce pourrait être soit un crocodile de Morlaix, soit un crocodile de Morlaix, soit un crocodile du Nil. Ce crocodile est arrivé sûrement par le fait de l'homme. Ce n'est pas la première fois en Martinique que des nouvelles espèces sont découvertes. Les gens transportent avec eux au cours des différents voyages des espèces pour leur plaisir ou des fois involontairement. Donc ce sont des nouvelles espèces potentiellement néfastes aux écosystèmes. Alors juridiquement, tous les crocodiliens, tous les sauriens sont classés par un arrêté ministériel comme espèces dangereuses. Après, la dangerosité, elle est relative. Effectivement, c'est un animal qui est farouche, qui est discret. Donc si personne ne va l'embêter, ce n'est pas un animal qui va venir attaquer l'homme, surtout à la taille où il est là. Il fait à peu près 3 mètres, d'après ce qu'on a pu voir sur les photos. Donc l'homme ne représente pas une proie potentielle. A priori, les rumeurs existaient et c'est la seule fois qu'une photo est prise par un officier de police judiciaire en plus. Donc un animal craintif et qui se nourrit de poissons. Pas de danger a priori pour la population, mais dans l'attente d'une expertise formelle, nous maintenons un principe de précaution avec un arrêté interdisant l'accès à la zone. Au chapitre santé maintenant, ces équipements médicaux qui attirent toutes les convoitises, le cyclotron et le TEP-scanner qui l'accompagnent promettent une meilleure prise en charge des cancers et maladies cardiovasculaires aux Antilles-Guyane. Reste à définir le lieu de leur implantation. En attendant de savoir quel CHU le recevra, la Fédération hospitalière de Martinique a organisé ce matin une conférence de presse, l'occasion de mieux comprendre les enjeux de cette technologie à l'heure où le cancer est la première cause de mortalité chez les Martiniquais, la deuxième pour les Martiniquaises. Hélène Renaud. TEP-scanner, cyclotron, des termes obscurs, pourtant essentiels dans le diagnostic du cancer. Et l'un ne va pas sans l'autre. En clair, le cyclotron fabrique des éléments radioactifs pour le TEP-scanner. Avec ces éléments, le scanner détecte de manière beaucoup plus précise les cellules cancéreuses. Ainsi, un cyclotron peut alimenter 4 à 5 TEP-scanners, une technologie primordiale. C'est un appareil moderne qui est très fin et qui fait non seulement des images anatomiques, mais en plus fonctionnelles, c'est-à-dire qui donne des renseignements sur le fonctionnement de l'appareil, ce qu'un scanner ou une IRM ne donne pas complètement. Aujourd'hui, si on veut un TEP-scanner, il faut l'envoyer en métropole, il n'y a pas d'autre solution. Le TEP-scanner a un besoin criant dans l'île. Chez nous, 1500 cas de cancer sont détectés par an. C'est la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. Aujourd'hui, toutes les régions de l'Hexagone disposent de cette technologie. En Outre-mer, seule la Réunion est équipée pour l'instant. Le projet d'installation de 3 TEP-scanners, un en Martinique, un en Guadeloupe et un en Guyane, vise justement à mettre fin à cette inégalité d'accès aux soins. Reste cette question, où placer le fameux cyclotron pour fournir ces 3 appareils? Les conseils régionaux de la Martinique et de la Guadeloupe se disputent son implantation. Pour la Fédération hospitalière de Martinique, pas de doute, notre île est un choix stratégique.
La Martinique se situe entre la Guyane et la Guadeloupe. Et comme les produits médicaux qui sont produits par ce cyclotron ont une durée de vie limitée à 4 heures, le bon sens même impose que cet appareil, que cet équipement soit implanté en Martinique. En moins de 4 heures, nous pourrions desservir la Guyane. En moins de 4 heures, nous pourrions desservir la Guadeloupe. Donc installer 2 cyclotrons, ce serait une hérésie au plan économique. Et ça n'apporterait aucune pertinence au plan médical. Implanter un cyclotron coûte environ 7 millions d'euros. Quid de l'emplacement? Le ministère de la Santé aura le dernier mot. Et notez que ce soir, Jean-Marc Pulvar recevra François Roch, le président de la commission médicale du CHU de Martinique, dans 3 questions A, donc pour plus de précisions sur ce fameux cyclotron. On reste à l'hôpital, qui est aussi un lieu d'apprentissage. C'est là donc que les infirmiers apprennent leur métier et sont au plus près de la réalité. Depuis hier, une formation a d'ailleurs démarré au service des soins intensifs, un stage tout particulier puisqu'il accueille 10 infirmières venues de Sainte-Lucie et de la Dominique, des îles moins bien dotées que nous en matière de matériel médical. Les apprentis viennent donc découvrir ici des technologies plus avancées et bénéficient de l'expertise de formateurs rodés à l'exercice. Myriam Boakoulin. Is it according to the blood sugar levels? Yes. Une formation théorique d'abord. Prise de notes, information protocolaire, manipulation du matériel médical. Chacune de ces infirmières possède déjà les bases. Il faut donc renforcer les acquis. Ici, ce sont surtout les équipements qui sont différents. Au maximum dans notre structure, nous avons 4 lits. Ici, ils fonctionnent avec une capacité de 15 lits. Mais pour ce qui est des soins infirmiers, nous avons sensiblement les mêmes techniques. En 4 jours, ces 8 Sainte-Luciennes et 2 Dominiquaises se spécialisent au service réanimation du CHU de Martinique. Objectif, mieux prendre en charge les patients en détresse respiratoire. On a vraiment appris en détail les différents modes de fonctionnement des machines de ventilation. En 2 jours, on a obtenu de nombreuses informations à partager dans nos structures. Si on devait partir aujourd'hui, après 2 jours de formation, nous aurions déjà beaucoup à transmettre à notre retour à Sainte-Lucie et en Dominique. La formation pratique se passe directement dans les chambres. Ce pousseur de seringues et ce poumon artificiel équipent toutes les chambres du service réanimation du CHU de Martinique. Du matériel encore inconnu pour les stagiaires. Non, nous pas biter ça, Dominique. Nous ni pompe, nous ni syringe là, mais nous pas biter ça. À l'origine de cette coopération avec les îles voisines, il y a le docteur Rosière. Il met en place le réseau entre les îles il y a 3 ans. Aujourd'hui, de nombreuses îles de la Caraïbe souhaitent prendre part au projet. On a beaucoup de demandes, surtout Grenadine, Saint-Vincent. On doit effectuer une visite très prochainement. On a même des demandes qui viennent de la Jamaïque et des autres îles, surtout on est très intéressé à Cuba, Haïti. D'autres échanges sont d'ores et déjà programmés. Les infirmières martiniquaises référentes du programme devraient se rendre à l'hôpital Victoria, dans la capitale sainte-lucienne, dans les prochains mois. Eux aussi vont voyager pour progresser. 14 jeunes Martiniquais ont signé leur contrat d'engagement pour l'armée de terre ce matin à la mairie de Fort-de-France. Parmi eux, un garçon et une fille. Vanessa est une future secrétaire militaire. Arnold, bientôt pompier de Paris. 2 jeunes pleins d'ambition qu'ont rencontré Anaïs Gall et Céline Chalonneau. Ce sont leurs derniers pas en Martinique avant le grand départ. Pour Arnold et Vanessa, il est l'heure de boucler les valises car dans quelques jours, ils débutent tous les 2 leur service militaire. L'une sera secrétaire pour l'armée dans le sud de la France, l'autre doit rejoindre la troupe des pompiers de Paris. À 23 ans et après un baccalauréat professionnel, Vanessa intègre le RSMA comme secrétaire. Séduite par l'univers militaire, elle décide de s'engager. C'est tout ce petit côté vie militaire, communauté, cohésion, camaraderie. C'est tout un ensemble de choses qui ont fait que j'aime. Donc j'ai décidé de continuer. Arnold, lui, a 22 ans. Après un CAP carrosserie, c'est tout naturellement que cet amoureux des voitures est attiré par le camion rouge. Pendant 2 ans, il est d'abord pompier volontaire à Saint-Joseph avant de se tourner vers la fonction militaire. J'ai voulu jongler entre militaire et pompier puisque j'étais au SMA. Donc j'ai passé mes permis là-bas. Donc après, j'ai su que les pompiers de Paris étaient militaires. Donc j'ai dit pourquoi pas faire les 2. Et qui dit service militaire dit aussi engagement, un engagement qui durera 5 ans. Alors, pour les proches de ces jeunes, il est parfois difficile de les voir s'éloigner. C'est beau son bien, c'est beau qu'ils puissent réussir dans la vie,
pour qu'ils puissent se sentir quelqu'un, quoi. Pour qu'ils puissent aller plus loin. Puis ça me fait plaisir que j'ai un fils qui est pompier. Au total, 14 jeunes Martiniquais ont signé ce matin leur contrat d'engagement. Pour le responsable du recrutement des forces armées, cette vague de jeunesse est une bonne nouvelle. On a besoin d'un renouveau et constamment de bénéficier d'une armée jeune. L'armée, c'est pas simplement que les militaires du rang, c'est tout un engrenage en fait. Une chaîne qui fonctionne avec tout un ensemble. Les militaires du rang, les sous-officiers, les officiers. Et cet engrenage fait que l'armée de terre fonctionne correctement. Ces jeunes militaires décolleront en début de soirée direction Paris et seront ensuite répartis dans une 8aine de régiments militaires. L'association féministe Culture Égalité se retrouvera demain à l'habitation La Fontaine pour une journée de réflexion sur le féminisme. Le féminisme, une force pour agir et transformer notre société, point d'interrogation. C'est la question autour de laquelle tourneront donc les débats. Et pour y répondre, la sociologue féministe et défenseuse des droits humains, Danielle Magloire, est avec nous ce soir. Bonsoir Madame Magloire. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors la question, je vous la pose, en quoi le féminisme serait une force pour changer la société ? C'est une force pour changer la société dans la mesure où c'est un mouvement social qui propose des idées pour permettre de regarder la société dans son tréfonds à partir des inégalités qui prévalent entre les personnes en raison de leur appartenance à un sexe ou à un autre. Le deuxième aspect, c'est que le féminisme ne se propose pas simplement de poser la question, entre guillemets, de la libération des femmes, mais aussi de regarder le monde et dans les différents espaces sociaux, de voir comment les questions se posent. Les femmes étant présentes, peu importe la manière, de manière inégale certainement actuellement, dans tous les espaces sociaux, donc toutes les questions, qu'il s'agisse de politique, qu'il s'agisse d'écologie, d'environnement, de législation sur des questions diverses, fondamentalement les droits des personnes. Donc, c'est des questions qui interpellent le féminisme. Il peut être porteur de changement parce qu'en proposant des relations qui ne soient pas nécessairement fondées sur des rapports de domination. Et c'est ça qui est le véritable changement. Vous êtes féministe, l'association Culture Égalité rassemble des féministes également. Pourquoi on décide de s'engager dans un combat féministe ? Parce que tout d'abord, ça commence par une conscience personnelle qu'on se rend compte qu'en étant une fille, parce que ça peut commencer très jeune, il n'y a pas d'âge pour avoir conscience, mais peu importe le moment où on prend conscience, qu'on se rend compte des inégalités qui existent et comprendre le cheminement quand on regarde d'autres femmes. Par exemple, vous êtes à la télévision, eh bien, il y a une cinquantaine d'années, ce n'aurait pas été possible qu'une femme puisse faire des présentations à la télévision, pas parce que vous n'en aviez pas les capacités. La seule raison de l'exclusion, c'est parce que vous étiez une femme. C'était la même chose pour l'université. Donc, en prenant conscience de cela, et dans toutes les sociétés, les écarts peuvent être plus criants, et particulièrement dans une société comme la société haïtienne d'où je viens, où les disparités sociales sont déjà grandes, donc ça peut encore être plus lourd. Donc, ayant pris conscience de ça, être féministe, ça veut dire qu'on défend la cause pour la reconnaissance et le respect des droits des femmes, c'est simplement ça. Par contre, je voudrais juste ajouter que j'ai noté depuis ici qu'il y a une connotation à laquelle le mot féministe est attaché que j'en prends acte. Même des femmes critiquent les mouvements féministes. Ah oui, mais vous saviez, même des Noirs étaient associés au colonialisme. Ce n'est pas le fait d'appartenir à un sexe qu'on a une conscience. Je peux être une femme, je peux être une haïtienne et pourtant ne pas être sensible à la condition de vie de la grande majorité des populations défavorisées. Ce n'est pas le fait d'être haïtienne qui va me rendre sensible. Ce qui va me rendre sensible, c'est le regard que je porte sur les autres. C'est l'attention que je porte sur les autres qui va faire ça. Alors 70 ans se sont écoulés depuis le premier vote féminin en France en tout cas. Pour marquer cet anniversaire, l'historien Gilbert Pagot est allé à la rencontre des élèves de terminale des lycées de Bellevue, d'Acajou 2 et du LP Dillon aujourd'hui. Un échange qui répond à la convention interministérielle pour l'égalité entre filles et garçons. Objectif donc sensibiliser les jeunes à cette égalité à l'école. En tout cas, je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Volana Razafi-Mansour. On en discute juste après. Il faut que nous ayons le choix, que nous puissions choisir ce que nous aimerions faire plus tard. Pour moi, c'est très important de voter. Surtout, c'est un devoir de citoyen. Donc, nous avons le devoir de voter.
c'est un droit des citoyens de voter, mais je trouve pas l'intérêt. Bon, effectivement, on vote pour avoir un maire, un dirigeant, mais bon, si on est dirigeant de soi-même, je trouve pas l'utilité. Une femme doit avoir les mêmes droits qu'un homme, parce qu'une femme, c'est important. Sans la femme, je ne serais pas ici. Si j'étais à cette époque où on n'avait toujours pas le droit de vote, je me serais sentie vraiment mal, je me serais sentie quand même pas vraiment à ma place dans ma société, dans ma population, parce que je n'ai pas mon mot à dire, il se passe des choses sans que j'ai mon mot à dire, quoi. Il n'y a que 2 femmes maires à la Martinique. Hein. Il y en a une qui est maire parce que son mari lui a laissé le poste. Hein, mais il n'y a pas de mépris dans ce que je veux dire par là. Et il y a quand même 34 communes. Donc, et puis enfin, lorsque les femmes sont dans les conseils municipaux ou dans d'autres instances, remarquez un petit peu les places qu'on leur donne. Des affaires sociales, des affaires de la famille. Alors justement, Madame Magloire, c'est vrai que les femmes ont peut-être du mal à atteindre ces postes-là. Tout le monde s'en rend compte, on a vu que les jeunes s'en rendent compte, on a vu qu'on essaye de mobiliser. Quel travail il reste encore à faire? Énormément de travail. Parce que même si des textes de loi existent, maintenant il s'agit de faire bouger les mentalités. Or, s'il y a la chose qui est la plus compliquée dans le monde, c'est de faire bouger les manières et les pratiques. Cependant, donc, ça demande aussi que la puissance publique mette en place un ensemble d'actions quasiment volontaristes pour aider, pour forcer, donc être proactif pour que ça puisse changer. Et ce genre d'initiative, ces conférences avec les écoliers, c'est important. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que c'est bien de parler du droit de vote, mais de mon point de vue, il est encore plus important de parler des droits politiques des femmes. Parce que le fait de l'insertion des femmes dans le champ politique ne se limite pas au fait d'aller déposer un bulletin de vote. C'est plus large que ça. C'est aussi une participation citoyenne. On peut être candidate, on peut être électrice, on peut être observatrice électorale, on peut aussi appartenir à des groupes citoyens qui font des propositions. Donc le champ politique est un peu plus large et je trouve qu'il ne faut pas trop le limiter à la question du vote. Dernière question rapidement, il y avait 2 garçons. Donc il y avait un garçon plus M. Pagot dans ce petit florilège de questions, de réponses du moins. Cette conférence demain est réservée aux femmes. Est-ce que les hommes, finalement, ne peuvent pas, eux aussi, être acteurs de l'évolution des femmes et de l'égalité? Absolument. Cependant, vous savez, quand les disparités et les relations sont difficiles entre 2 catégories, permettent aux gens qui subissent, qui vivent une même condition, dans un premier temps, de s'exprimer entre eux, ça permet de libérer la parole. On observe souvent que dans les assemblées mixtes, un certain nombre de femmes vont être plus timides. Mais je vous rassure tout de suite, les autres conférences que je vais donner seront tout public, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, mais on a voulu, avec Culture Égalité, réserver ce moment aux femmes pour qu'elles se sentent à l'aise à poser les questions et qu'elles s'expriment comme elles l'entendent sans craindre le regard de l'autre. Et c'est important d'être cet entre-soi pour pouvoir clarifier les choses et ensuite on est plus à l'aise pour échanger avec l'autre. Mais ce sera demain entre filles à l'habitation La Fontaine à Balata. Absolument. Avec Culture Égalité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Magloire. Merci. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on rencontrera l'auteur des Illusions du sang, une réflexion romancée sur les rapports entre descendants d'esclaves et descendants de colons. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite au Gros Morne sur le site du moulin hydroélectrique très visité par la communauté scolaire. On verra ça tout à l'heure. Mais avant, je vous le disais, c'est un livre qui promet de bousculer les tabous. Son titre, Les Illusions du sang. Dans ce second roman, Georges Leno raconte le mariage dans les années 60 d'une jeune américaine et d'un béquet martiniquais. Une union très mal vue par la famille du Martiniquais. Donc, l'histoire emmène le lecteur à Paris, puis au Diamant, et l'entraîne surtout dans une réflexion sur la société martiniquaise et le vivre ensemble des communautés au passé colonial bien lourd. Voilà Narazafi Manonsoa. C'est dans cet hôtel, à l'entrée du Diamant, que Georges Leno, auteur des Illusions du sang, nous a accueillis. Construit dans les années 40, c'est le plus vieil hôtel de l'île. Dans le roman, le lieu a été rebaptisé le Phénix de la Grande Anse. Elle retrouvait les balcons aux coins arrondis, aux pourtours décorés en dentelle de bois, les garde-corps métalliques ciselés, les poutres de sautonnement en fonte.
Née au sud des États-Unis, dans une Amérique en proie à de violents conflits raciaux, Anne, l'héroïne du roman, idéalise la France, pays des Lumières et des droits de l'homme. À la fin des années 50, Anne s'installe à Paris afin de poursuivre ses études. C'est dans ce contexte parisien qu'elle rencontrera un jeune béquet martiniquais, Philippe Rainville. Et voilà, bon, c'est une histoire d'amour qui commence entre ces deux personnes. Ce jeune homme avait déjà été plus ou moins pressenti pour un mariage à l'intérieur de la communauté. Donc après un mariage assez discret, ils rejoindront la Martinique. En arrivant en Martinique, Anne se rend compte que la France des Lumières qu'elle a tant idéalisée s'obscurcit sous les tropiques. C'est le début des désillusions. L'œuvre romanesque soulève la question de la possibilité du vivre ensemble après une histoire douloureuse. Comment les deux composantes de la société martiniquaise, à savoir les descendants d'esclaves et les descendants des colons, peuvent-ils construire un monde aujourd'hui apaisé? Les béquets ont aussi un bout de chemin à faire vers les Afro-Martiniquais, enfin je les appelle comme ça, c'est plus simple. Je crois que la communauté des Antillais, des Afro-Antillais, probablement à travers ses réactions épidermiques, pose cette question de la reconnaissance d'un préjudice. Les illusions du sang, c'est le deuxième roman de Georges Leynaud, après Chronique des Lilas sorti en 2012 et également publié aux éditions L'Harmattan. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Pointe-Lynch, au Robert. Une fois encore, les riverains dénoncent le projet d'implantation d'une résidence dans leur quartier. Un projet qui, selon eux, ne serait pas conforme aux règles de construction sur le littoral. Le propriétaire, Claude Archambault, assure pour sa part avoir toutes les autorisations nécessaires pour aller au bout de son plan. Loïc Régis a tenté d'y voir plus clair. Je suis un petit nègre, je suis pas un béquet. Eh ben moi je suis pas un béquet non plus, je suis un gros blanc. Des invectives sur fond de communautarisme, la situation est tendue, le dialogue est difficile entre les riverains et le propriétaire du terrain voisin. Claude Archambault a obtenu un permis de construire pour une résidence de 8 appartements. Les habitants lui reprochent de positionner les places de stationnement trop près de leur maison et le bâtiment sur le domaine public maritime. Certains remettent même en doute le titre de propriété. Le nouveau plan cadastral, parce que lui, je ne sais pas sur les anciens plans, maintenant toutes les parcelles sont numérotées. Alors moi, je trouve ça un peu bizarre qu'il dise ça. Hein. Et c'est ça qu'il a dit haut et fort, qu'il a un titre de propriété depuis en 53. En 53, c'était pas lui qui était là. Alors bon, ça c'est un peu... Là, il faut se poser la question. Le projet est lancé depuis 4 ans. Plusieurs autorisations ont été délivrées de la part de la mairie du Robert, de la sous-préfecture de Trinité. Le propriétaire s'estime en parfaite légalité. J'ai obtenu un permis de construire il y a plusieurs années pour réaliser un bâtiment de 8 logements sur un terrain qui m'appartient et qui est divisé à partir de ma propriété d'origine. Cette propriété d'origine ayant été achetée en 1983 et comprenant les 50 pages géométriques que l'État avait vendues à mon vendeur en 1975. Des parcelles effectivement situées le long du littoral, au bord de la mangrove. Nous sommes sur les 50 pages géométriques avec des occupants qui sont en voie de régularisation, et d'un côté, donc en voie de régularisation de leur construction, je le disais, et de l'autre côté, un propriétaire de sa parcelle qui édifie dans les règles de l'art un projet immobilier. Donc effectivement, il y a un petit blocage puisque les occupants qui avaient l'habitude d'avoir des terrains nus, des terrains arborés, voient aujourd'hui pousser un immeuble. Il est tout à fait légitime qu'ils se posent des questions, mais je crois que les questions doivent être posées dans un souci de trouver des solutions. Et c'est ce sur quoi nous sommes aujourd'hui, nous sommes déplacés pour ça. Finalement, Claude Archambault s'est engagé à déplacer le parking de la future résidence. Après examen, le nouveau permis devrait être délivré d'ici 15 jours. Les travaux reprendront aussitôt. Et justement, attention aux travaux. Dès demain, 22 h, il y aura une voie de circulation en moins sur l'autoroute A1 au niveau de l'échangeur de la Lézarde. Le remplacement de grilles en fonte va modifier le tracé de la route dans le sens Lamentin-Fort-de-France jusqu'au 5 juin. Des travaux qui auront toujours lieu de nuit, de 22 h à 4 h du matin. La vitesse sera limitée à 50 km aux abords du chantier. Toujours au chapitre info-pratique, notez que la qualité de l'air est mauvaise. Demain, Madine Iner lui attribue la note de 9 sur 10
Restez donc prudents et n'abusez pas des exercices physiques, surtout si vous êtes sensible aux difficultés respiratoires. Hubert Bornil est à l'heure de l'écologie cette semaine, comme à TV, bien sûr, à l'horizon de ce sommet sur le climat qui aura lieu samedi et qui accueillera le président de la République. Aujourd'hui, Hubert s'est donc rendu au Gros Morne à la découverte du moulin hydroélectrique, un vrai outil pédagogique pour les écoles qui emmènent régulièrement leurs élèves à la rencontre des équipes du moulin. De quoi mieux comprendre cette magie qui transforme le courant aquatique en courant électrique. Hubert Bornil, Michelet François. Au quartier Petite Lézarde, au Gros Morne, une curiosité, un élément du patrimoine. À partir de l'eau de la rivière, un homme a décidé un jour de 1939 de donner du courant à un quartier tout entier. Ça a donné le moulin hydroélectrique. Visite. C'est la lumineuse histoire d'un homme au début du siècle dernier que l'on peut trouver ici au moulin hydroélectrique de Petite Lézarde. Tout commence à partir de l'eau de la rivière. En 1939, M. Henri-Marie Calix a voulu mettre l'énergie renouvelable en avant, puisque dans le temps, EDF n'était pas encore d'actualité. Et il avait déjà tout compris en maîtrisant l'eau de la Petite Lézarde pour pouvoir faire un moulin hydroélectrique pour faire vivre une quinzaine d'emplois permanents ici. Du courant de la rivière au courant électrique, voilà le cheminement de l'idée qui a donné naissance à cette petite unité. Je dis, je vais remplacer M. Ta en disant que le travail a été fait, puisqu'il n'est pas là encore, il a décédé. Et je vais comprendre que la Martinique vraiment derrière en termes d'énergie renouvelable. Puisqu'on parle d'énergie renouvelable, normalement, c'est ça pour te mettre en avant. La Guadeloupe est devant nous, ils vont comprendre ce système-là pour nous purifier la nature. Le temps a passé, l'équipe en place s'est structurée et surtout diversifiée. L'ancienne Casa Farine a retrouvé sa vocation initiale. Depuis, le moulin hydroélectrique a pris une option plus pédagogique, on dira. Ainsi, chaque semaine, des centaines de scolaires visitent l'espace. C'est intéressant, on voit comment on reproduit et tout, et comment on fait le manioc, tout ça. Je connaissais déjà le principe de l'eau, en utilisant de l'eau pour faire de l'électricité. Donc oui, c'est intéressant parce qu'au moins ça préserve la nature et ça nous évite de polluer. Je trouve que c'est fascinant d'avoir un moulin hydroélectrique en Martinique. C'est rare, puisqu'il me semble que c'est le seul. Nous vivons dans la pollution, nous avons la couche de sol, nous avons même vu l'effet aussi du sable. Mais c'est donner une éducation à nos enfants, savoir qu'il faut respecter la planète et puis mobiliser les chefs d'entreprise à ces énergies renouvelables pour que nous laissions une planète propre, une Martinique propre. Il a vu le manioc et puis il est content. Il a vu le manioc et puis il est content. Il a rien dans la poche. Une des activités que l'on retrouve ici sur le site du moulin hydroélectrique au Déo-Pagassave, Consort Cassave. On termine ce journal avec une image du jour prise par un téléspectateur à Sainte-Marie. Il s'agit d'une tortue-lutte venue pondre sur le tombolo. Un cliché surprenant en plein jour puisqu'elle pond généralement de nuit. On remercie en tout cas ce téléspectateur pour cette photo. Si vous aussi vous assistez à des situations insolites, n'hésitez pas à envoyer nous vos photos et vidéos à l'adresse qui s'affiche info@wipa972.com ou téléphonez-nous au 05 96 55 12 12. Je vous rappelle l'information du jour, une image encore là surprenante. Il y a un crocodile dans la mangrove de la Lézarde. Cet après-midi, la préfecture a rassemblé les journalistes pour faire circuler cette information. Il s'agit d'un animal de 3 mètres, âgé de moins de 10 ans. Il aurait été introduit sur l'île par des particuliers, ne serait pas dangereux pour l'homme. La zone est quadrillée par les autorités. Un arrêté municipal en interdit même l'accès. Il est recommandé de ne pas tenter de l'attraper ou de le chasser. Si vous le croisez, ne paniquez surtout pas. Voilà donc les mots d'ordre pour terminer cette édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche PIA. Tout de suite.